intéressé? La radio du peuple, une radio au centre de vos préoccupations. Ah bon? Oui, tapez www.radio-congo-news.com pour accéder dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informés de l'Amérique. Notre mission, c'est de vous informer, vous former et vous divertir. En 1885, notre pays était un État indépendant du Congo, dont les souverains étaient les rois Léopold II. Alors, comment s'est passée la question de la nationalité aujourd'hui, monsieur le professeur Eddy Mwanzo? Voilà. D'abord, je vais commencer par vous remercier pour votre invitation. Je suis trop intéressé par la question de la nationalité qui peut d'ailleurs partir d'une des matières que j'enseigne dans les universités du pays. Et parler de l'évolution, du moins législative, de la nationalité au Congo risque de prendre toute une journée. Je m'en vais ici essayer de résumer comment cette question a évolué dans notre pays. Oui. D'abord, il faut considérer que avant l'indépendance, le premier texte qui régit la nationalité date de 1892. 1892. Okay. C'est le premier texte qui a été, c'est un décret qui organise la société congolaise, pris par le roi Léopold II. Alors, arrivé à l'indépendance, dans la loi fondamentale, la question de la nationalité congolaise n'a pas été abordée. Il a fallu attendre la constitution du 1er août 1964, dite Constitution de Louabou, qui, en son article 6, dira que est congolais tout celui qui a eu ses ancêtres membres d'une des tribus ou d'une des parties des tribus établies sur les territoires du Congo lorsque le roi Léopold II a cédé sa propriété privée au Congo à la Belgique, le Congo quitte l'EIC pour devenir Congo belge. Alors, entre-temps, il y a eu, pendant la colonisation, les colons belges qui avaient mis en place une institution bien connue sous le nom de la MIB, Mission d'immigration des Banyarwanda. Et cette mission va favoriser la migration de plusieurs Tutsis et Hutus vers les Congo. Alors, on arrive après l'indépendance ou à l'indépendance, la commission qui a été instituée pour rédiger la Constitution va mettre dans la Constitution un article, l'article 6, qui dira il n'y a que ceux-là qui ont été membres d'une des tribus établies au Congo qui peuvent prétendre être congolais. Et ce qui faisait que tout cela, de Hutus et Tutsis, Rwandais ou Burundais, déplacés par les colonisateurs, en principe, avec cet article 6, devaient regagner le Rwanda.
Voilà déjà dès le départ comment la nationalité a été le germe des conflits, surtout à l'est du pays. Oui. Sans compter ceux-là, certains Hutus et Tutsis qui se sont déplacés pour la recherche de terre vers le Congo. Mais il y a aussi un point important que l'on ne doit pas omettre, ne doit pas oublier, c'est qu'au Congo, là c'est vrai, et j'ai allé vérifier, je suis allé moi-même jusqu'au niveau de l'île Idjui, j'ai été à Massissi avec, je ne sais pas les noms ici, un de mes collègues qui est aussi professeur, qui est recteur à l'université de Goma. Il faut reconnaître qu'il y a aussi des Hutus et des Tutsis congolais. Là, il n'y a pas de débat. Alors, je disais que la constitution de 1964 dira à l'article 6, que tous ces Hutus et Tutsis déplacés par les colonisateurs belges dans le cadre de la MIB devaient, en tout cas, regagner le Rwanda ou le Burundi. Ils ne sont pas congolais. Alors, cet article-là ne sera pas appliqué. Pourquoi? Parce qu'à 65, le législateur congolais va voter une loi qui va organiser la nationalité sur la base de l'article 6. Mais même la constitution ou encore la loi de 65 ne seront pas appliquées. Pourquoi? Parce que déjà le 24 novembre 65, il y aura les coups d'État du président Mobutu qui va suspendre la constitution, qui va dissoudre le parlement et qui va en même temps, lors d'un meeting au stade du 20 mai, solliciter 5 ans pour remettre de l'ordre dans le pays. Alors, 65, 70, 70. On arrive en 1970. Alors, Mobutu annonce la tenue des élections, notamment des élections législatives. Alors là, la question de la nationalité ressurgit. Pourquoi? Parce qu'il fallait savoir qui pouvait être électeur ou éligible. Oui. Est-ce que tous ces déplacés-là, dans le cadre de la MIB, pouvaient aussi être électeurs ou éligibles au Congo dans le cadre des élections annoncées par les chefs de l'État? Voilà la question qui a été posée par la classe politique de l'époque. Alors, pour répondre à cette question, il sera mis en place une commission au sein du bureau politique du parti État. Cette commission, elle sera présidée par M. Mafuta Kizola, qui s'appelait à l'époque M. Delvaux. Ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui a donné le nom à ce quartier Delvaux dans Ngaliema. Oui. Alors, cette commission se réunit. Et à l'issue de ces travaux, la commission dit, voilà, le déplacé rwandais et burundais, ceux-là qui ont été déplacés par les colons belges notamment, dans le cadre de la MIB et la mission d'immigration des Banyarwanda, devaient être considérés comme de Congolais. Alors, sur la base de ces conclusions, le président Mobutu va signer une ordonnance loi. N'oubliez pas qu'à l'époque, le président était à lui seul, Parlement. Oui. Il pouvait prendre ce qu'on appelait les ordonnances loi. Il va signer une ordonnance loi à article unique. Cette ordonnance loi disait, du 21 mars 1971, qui disait que les personnes originaires du Rwanda, Urundi, qui sont arrivées au Congo avant le 30 juin 1960, étaient réputées avoir acquis la nationalité congolaise. Oui. Coup de tonnerre pour la classe politique. Oui. Ils ont dit non, mais ce n'est pas possible, Mobutu. Comment ces gens-là? On dit non, voilà, j'ai signé l'ordonnance loi, pardon, ils sont congolais. Là, c'est le début d'ailleurs de choc entre le président et les parlements. Oui. Le parlement dira non, les conseils législatifs à l'époque, non, ils ne sont pas congolais. Et pour réagir contre l'ordonnance loi de Mobutu, le conseil législatif va voter une loi. La loi du 5 janvier 1972. Et dans cette loi, il sera dit clairement que toutes les personnes qui avaient acquis la nationalité congolaise, les déplacés rwandais, burundais, qui avaient acquis la nationalité congolaise en vertu de l'ordonnance loi de 71, en tout cas n'étaient pas congolais. Et qui devaient introduire des requêtes individuelles qui devaient être examinées, sinon l'ordonnance était nulle et non avenue. Et en même temps, il faut mettre ça en rapport. Nous sommes en 71 avec la zarénisation. C'est-à-dire dire que ce sont des Congolais, cela veut dire que tous ces déplacés pouvaient bénéficier notamment de biens abandonnés ou laissés par les colonisateurs, par le Belge qui ont été chassés après à l'indépendance. Voilà un peu, il y aura la loi de 72, du 5 janvier 72, qui va remettre en cause l'ordonnance loi de Mobutu, qui ne sera même pas appliquée. Ordonnance unique. Article unique, qui ne sera même pas appliqué. Et vers les années 80, le président Mobutu annonce la tenue, en fait, la création d'un organe important du parti État, le comité central. Oui. Ça va, il annonce. Et là-dedans, les membres de cet organe important devaient être choisis selon les quotas provinciaux.
Oui. Alors là encore, la question de la nationalité ressurgit. Oui. Il dit, mais Mobutu, vous avez dit qu'ils sont congolais. Nous, le Parlement, on a réagi qu'ils ne sont pas congolais. Et maintenant, qu'en est-il? Alors pour exclure définitivement les transplantés rwandais et burundais, le Parlement de l'époque va voter une loi, ça va, c'est la loi du 29 juin 81, qui dira ceci, qui dira que sont congolais ceux-là qui ont été membres d'une des tribus ou des partis des tribus établis au Congo dans ces limites de 1885. Vous voyez que là, non pas seulement on exclut les transplantés dans le cadre de la MIB, on va encore plus loin. Et je ne vous dis pas, faute de temps, je ne vous dis pas ou je ne vous lis pas, c'est que certains professeurs ont écrit, notamment les professeurs originaires de cette partie du pays. Bref, ils ont jugé que c'était inique, injuste. Ça va, cette loi de 81. Et c'est dans ces circonstances-là que va d'abord se tenir la conférence nationale souveraine. Tout le monde sait ce qui a été dit là-dedans. Bref, la conférence va appuyer la loi de 81 et si vous voulez c'est aussi dans ces circonstances-là que il y aura la première grande guerre de l'Est et tout le monde a suivi parmi les revendications c'était la question de la nationalité. Ça va voilà, nous on a été transplantés nos grands-parents ont été transplantés mais nous on ne connaît pas encore nos villages, je ne connais plus nos villages au Burundi, au Rwanda, nous sommes des Congolais ou la nationalité ou la guerre. En tout cas, parmi les revendications qui ont été à la base de la guerre de l'Est du pays, il y aura la question de la nationalité. Alors, dans l'entretemps, le feu président Kabila va dans la foulée prendre un décret-loi. Ça va, du 29 janvier, décret-là numéro 197, du 29 janvier 1999. Dans ces décrets-là en réalité est ainsi intitulé décret-loi modifiant et complétant la loi de 81. Mais dans les fonds, ces décrets-là n'avaient rien modifié. Donc on n'avait rien complété. Pourquoi? En tout cas, dans les fonds, sur le plan de la forme, ce décret-loi s'est limité à remplacer le mot Zaïre par Zaïrois ou encore le mot Zaïrois par Congolais, ou encore Zaïre par RDC. Mais dans les fonds, le décret va confirmer le principe que est Congolais celui qui a eu un de ses ancêtres membre d'une des tribus dans les limites de 1885. Alors, deuxième grande guerre de l'Est, assassinat du président Kabila notamment à cause de la question de la nationalité toujours. Et vient maintenant l'ère où le régime de l'actuel chef de l'État, avec certains protagonistes congolais, ils vont se retrouver à Lusaka et plus tard à Sun City. Et là, il sera dit, parmi les résolutions qu'ils auront adoptées pour rétablir la paix dans le pays. Vous savez que les pays étaient déchirés, il y a eu des puissances étrangères, notamment zimbabwéennes et consorts. Alors, parmi les résolutions qui seront adoptées à Sun City, il y aura la résolution numéro DIC, barre CPR, barre 03. Et cette résolution dira que sont congolais tout celui qui était membre d'un des groupes ethniques, on ne parle plus des tribus, d'un des groupes ethniques établi sur le territoire de ce qui est devenu le Congo dans ses limites du 30 juin 1960. Il en est de même de toutes les nationalités qui se sont trouvés sur le territoire de ce qui est devenu la RDC dans ses limites du 30 juin 60. Une précision, parce qu'il y en a qui ne sont pas spécialistes de la question, pensent que par toute la nationalité signifie que même le Portugais qui s'est trouvé ici à 60 est Congolais. Non. En réalité, la loi, par définition, la règle de droit est impersonnelle, et c'est dans les travaux préparatoires qu'il est bien précisé que par toutes les nationalités, il faut entendre les transplantés rwandais et burundais. Alors voilà la résolution qui sera adoptée, notamment sur la question de la nationalité à Sun City. Et quelque part plus tard, le partisan ou ils vont demander que cette résolution soit coulée en disposition constitutionnelle. Et on retrouvera cela dans la constitution d'avril 2003. Et actuellement, la base c'est l'article 10 de l'actuelle constitution. Alors qui renvoie à une loi organique, la loi du 12 novembre 2004 qui organise maintenant la nationalité. Voilà un peu de manière brève. Nous avons senti l'abondance de la matière, monsieur le professeur. Ça prouve à suffisance
pense que vous êtes expert en la matière, mais là vous avez parlé un peu de manière trop technique que d'autres personnes ont du mal peut-être à comprendre, mais vous allez nous dire en quelques lignes, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut attendre d'abord par la nationalité? La nationalité en réalité c'est quoi? Voilà, généralement, les spécialistes de la question définissent la nationalité de deux manières. Hein. Il y a d'abord le sens purement sociologique, le sens sociologique, et le sens juridique. Alors, au sens sociologique, la nationalité est définie comme le lien qui unit une personne à une nation. Ça va, le lien qui unit une personne à une nation, si on peut le dire, une nation entendue comme un groupement de personnes, d'individus ayant la même race, la même religion, la même histoire, la même tradition, bref, ayant ce qu'on appelle le vouloir vivre collectif, ensemble. Oui. Alors là, on se rend compte que la définition donnée en sociologie, elle ne coïncide pas toujours avec les réalités sur terrain. Oui. C'est-à-dire, on se rend compte que on peut trouver dans un continent donné, ça va, le peuple qui ont la même tradition, la même histoire dans plusieurs pays. Oui, bref, on se rend compte que cette définition sociologique de la nationalité, qui est, ça va, louable, mais en même temps, remet en cause les limites géographiques des États modernes. Oui, oui. Voilà pourquoi les juristes, face à cette faiblesse-là, ont proposé une définition juridique qui a l'avantage de ne pas remettre en cause les limites géographiques des États. Et en droit, la nationalité est définie comme le lien qui unit un individu à la population constitutive d'un État, oui, oui, créant des droits et obligations réciproques, c'est-à-dire entre l'État et l'individu. Alors, il y aurait une différence entre la citoyenneté et la nationalité, puisque certains auteurs font aussi la différence entre ces deux notions de droit. Oui, il faut reconnaître, merci monsieur le journaliste, et il faut reconnaître que le mot citoyen, par définition, est polysémique. Ça oui, va, ce mot-là est polysémique. C'est vrai que le mot nationalité peut être assimilé à la citoyenneté. Ça va, oui, ça va. La citoyenneté peut être définie, assimilée à la nationalité, je viens de le dire, mais en même temps, la citoyenneté ou le mot citoyen peut désigner aussi, l'individu qui réside sur le territoire d'un État, qui peut ne pas avoir la nationalité de cet État, mais qui participe à la gestion de la chose publique. Voilà. Cette gestion pouvant être partielle ou totale. Oui. Ça va. Ici, le mot citoyen est pris au sens que nous avons étudié à l'école secondaire, l'habitant de la cité. Oui, oui. Donc, pour dire que oui, le mot citoyen peut désigner le national, mais le mot citoyen peut aussi désigner tout individu, national ou non, oui, ça va, oui, oui, qui participe à la gestion de la chose publique. Donc, faut faire. Ceux qui disent que c'est synonyme, ils ont raison, mais en réalité, le mot citoyen est polysémique. Oui, oui. Alors, monsieur le professeur, vous allez aussi nous faire un exercice toujours autour de la nationalité, puisque la Constitution du 18 février 2006 aurait distingué deux types de nationalités congolaises. Il y a la nationalité d'origine et d'acquisition. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux types de nationalités? Ah oui. Au fait, ce n'est pas seulement en droit congolais, c'est à tous les pays, ça va. Il y en a qui sont des nationaux d'origine, il y en a qui sont des nationaux d'acquisition. Un national d'origine, c'est celui-là qui est né, pour dire un Congolais d'origine, si vous voulez, c'est celui-là qui est né de deux parents, de l'un ou deux parents congolais d'origine. Alors qu'un Congolais d'acquisition, c'est celui-là qui a été d'abord étranger ou apatride, oui, oui, et qui vient solliciter notre nationalité et qui devient national parce qu'il a sollicité par le mode prévu par la loi. Et en droit congolais, on peut devenir, c'est-à-dire si on est étranger, on peut devenir congolais, soit par ce qu'on appelle la naturalisation, soit par ce qu'on appelle l'option, soit par ce qu'on appelle l'adoption, soit par le mariage ou encore par la naissance et la résidence au Congo. Voilà les modes ou les 5 modes prévus par la loi du 12 novembre 2004 qui organise la nationalité. Mais à côté, il y a encore un autre mode. Celui-là est un peu spécial. Hein. Oui, oui. Ça, c'est juste une interprétation de la Constitution. Et ce mode-là, il est prévu à l'article 214 de la Constitution qui dit que le peuple congolais, consulté par référendum, peut accepter l'adjonction, oui, oui, d'un territoire étranger. Oui, oui. La conséquence est que si le peuple congolais, consulté par référendum, accepte l'adjonction
d'un territoire étranger, ça va, les habitants de cette partie de ces territoires-là deviendront automatiquement des Congolais, sauf hypothèse de rénonciation à la nationalité congolaise. Cette hypothèse est prévue dans notre constitution et on l'a vécu ailleurs. Ça va, les cas notamment de la Crimée. Oui, on a vu un matin la Russie qui dit non voilà, j'annexe la Crimée et les Ukrainiens ou les anciens Ukrainiens sont devenus un matin comme ça des Russes, sauf ceux qui ont refusé la nationalité russe. Hein. Donc chez nous aussi c'est prévu à l'article 214. Ce n'est pas encore arrivé depuis cette constitution. On l'a connu par le passé avec Mobutu. Rien n'empêche que demain, on l'a connu même sous la colonisation. J'ai parlé au début de l'émission de l'île Idjwi. Pour ceux qui connaissent l'histoire, cette île va être cédée par l'Allemagne à la Belgique, appartenait au Rwanda. C'est notre histoire. Appartenait au Rwanda et ceux qui habitaient l'île Idjwi, qui fait maintenant partie du territoire congolais, ces Rwandais sont devenus des Congolais. Ça va? Mais je voulais ajouter, au fait, maintenant, parce que les gens peuvent dire, mais en tout cas, vous ne trouverez pas quelqu'un qu'on appelle dans la rue un national d'acquisition. Mais la différence, surtout, ce qui est vrai, sur le plan des principes, ce sont tous des Congolais. Tous des Congolais. Ça va? N'est pas, un Congolais, ce n'est pas la couleur de la peau, hein. Ça va? Un Congolais, ce n'est pas, parce que je suis certain, mais vous voyez, dans telle province, on a même un gouverneur qui a la peau blanche. Non. Ça va? Un Congolais, ce n'est pas la morphologie, ce n'est pas la couleur de la peau. Un Congolais, c'est la loi qui le dit, la loi qui le détermine. Maintenant, quelle est la différence entre un Congolais d'origine et un Congolais d'acquisition? En tout cas, la différence, c'est au niveau, jusqu'alors, c'est au niveau de la jouissance des droits. C'est-à-dire, il y a certains droits que ne peuvent jouir que les Congolais d'origine. Notamment, quand vous lisez la Constitution, à l'article 72, il est dit, ne peut être candidat président de la République ou ne peut être président de la République qu'un Congolais d'origine. C'est comme ça qu'il est dit. Vous lisez à l'article 111 de la Constitution, il est dit, ne peut être président du Sénat ou président de l'Assemblée nationale qu'un Congolais d'origine. On sait voir là que, oui, on est tous Congolais et d'acquisition et d'origine, mais il y a certains droits que ne peuvent jouir que les Congolais d'origine. Alors, pour vous qui venez de nous prendre en cours des diffusions, sachez que nous sommes sur la radio Bissonyoso Congo RDC, une radio émettant depuis la République démocratique du Congo, précisément dans sa capitale politique, qui est une ville de près de 10 millions d'habitants, la ville-province de Kinshasa. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Belgique, vous êtes en Angleterre, vous nous suivez en ce moment. Sachez que c'est l'émission Enjeux de l'heure, une émission qui décrypte les questions d'actualité politique, juridique, économique, mais aussi fiscale. Aujourd'hui, les thèmes choisis, c'est de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise, un garde-fou, un genre de conflit grandissant ou un frein pour le développement économique de la République démocratique du Congo. Alors nous avons sur ces plateaux un spécialiste, lui c'est le professeur Eddy Mwanzo, le professeur à l'université de Kinshasa, mais aussi dans la plupart de toutes les universités publiques et privées établies en République démocratique du Congo. Monsieur le professeur, parlons un peu de la question qui divise aujourd'hui la classe politique, la question de l'exclusivité et de l'unicité de la nationalité congolaise. Je crois que chacun l'interprète à sa manière, mais en réalité, vous qui êtes outillé, vous qui êtes expert, dites-nous de manière un peu concise et claire, c'est quoi l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise? Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Effectivement, cette question divise la société. Et pourquoi elle divise? Tout simplement parce que elle est mal expliquée à la population. On fait peur à la population. Et c'est le langage, hein, si vous voyez bien, surtout des politiciens, qui n'entrent pas dans les fonds du débat et qui généralement ont peur. Ah non, si on autorise, on met fin à ce principe, cela signifie que moi je serai plus populaire chez moi à Boyende, chez moi à Chikapa, à Kipushi, tout ça, pas question de... Mais je pense qu'on doit avoir un débat serein sur la question. En fait, c'est quoi d'abord le principe de l'unicité et de l'exclusivité? Ce principe-là est prévu dans notre législation à l'article 1er. À l'article 1er de la loi du 12 novembre 2004 qui organise la nationalité congolaise et à l'article 10 de la Constitution. Et ce principe est généralement aussi mal expliqué. Quand on pose la question à certains, c'est quoi l'unicité et l'exclusivité? Voilà la réponse. C'est que on ne peut pas détenir notre nationalité concurremment avec une autre nationalité. Là, c'est une partie seulement de la réponse. On a dit que la nationalité congolaise est d'abord une. Et ensuite,
elle est exclusive. Une, pourquoi on dit qu'elle est une, le principe de l'unicité, cela signifie que au Congo, il n'y a pas de sous-nationalité. C'est ça l'explication. Oui. L'unicité signifie qu'il n'y a pas de sous-nationalité. Nos aînés qui ont vécu notamment les événements d'après l'indépendance, je pense qu'ils vont facilement s'en souvenir. Oui. Ils savent que dans ces pays, il a existé la nationalité katangaise avec Tchombe. Dans ces pays, il a existé la nationalité kassaïenne avec Kalonji. Et il avait gagné dans la partie Est qui s'est préparé aussi à proclamer la nationalité orientale. Oui. Et on va unifier les pays. On dira non. Les appartenances provinciales ne peuvent être considérées que comme des appartenances provinciales, ne sont pas des nationalités. Oui, oui. On peut être du Katanga, on peut être du Kasaï et de l'Équateur, mais ce ne sont pas de nationalité. Voilà pourquoi, voilà l'essence de l'unicité. Et maintenant, l'exclusivité signifie tout simplement, c'est que les gens connaissent souvent qu'on ne peut pas détenir la nationalité congolaise avec concurremment ou encore avec une autre et vice versa. Oui, oui. Alors, débat maintenant c'est plus sur le plan purement doctrinal, pédagogique, maintenant sur le plan de débat. Est-ce que maintenant, même quand vous lisez la loi sur la nationalité, vous verrez, il est bien dit que cette question devait être renvoyée à la prochaine législature. Chers amis, on vient de finir même la deuxième. La question n'a jamais été abordée. Pourquoi? Mais parce que il y en a qui croient que accepter ce débat, accepter seulement le débat, c'est leur faire perdre leur poste au Parlement ou ailleurs. Non. C'est un débat qui doit être mené avec les politiciens, avec les spécialistes de la question pour faire voir, notamment à la population, que, ça c'est mon point de vue, que actuellement, le Congo gagnerait beaucoup en acceptant la double nationalité. Oui. Ce principe de l'unité et surtout de l'exclusivité constitue un frein. Oui. Un frein pour notamment le développement du Congo. Oui, oui. Je m'en vais vous donner un exemple. Prenons un Congolais. Ou sinon, regardons seulement la télé les soirs, chers amis, nous tous. Quand on vous dit que la diaspora a marché au Canada, en France et consorts, regardez de près. Peut-être sur les 1000 ou 2000 personnes, il n'y a que 3 Congolais. La plupart sont des Canadiens, ce sont des Belges et des Français. Pourquoi je le dis? Tout simplement pour expliquer que on est Congolais dans le sang. Ce n'est pas tout le monde connaît la réalité de l'Europe. Beaucoup deviennent Français, Belges, Canadiens, ou je sais pas moi qui. Pourquoi? Pour des raisons de papier. Il arrive en Belgique, il va demander l'asile, on lui donne le droit d'asile avec la carte de réfugié, mais il s'est dit, mais mon pays, le Congo, si je demeure réfugié, je ne vais jamais rentrer au Congo, que faire? La sortie, c'est de devenir français, belge, je sais pas moi, canadien. Oui. Ou encore, j'arrive, j'ai mon diplôme, mais on me dit non, on ne peut que m'engager sous contrat. Oui, oui. Et ce n'est que si j'avais la nationalité canadienne qu'on pourra m'engager sous statut. Oui. Donc, bref, beaucoup sont étrangers, mais étrangers économiques. Dans les 100, quand je suis, on me dit que quand on a 100, pourquoi là-bas, dans le Kasaï, je suis du Kasaï, que je sois au Canada. Ce n'est pas parce que je suis Canadien sous papier que ce qui se passe au Kasaï ne me concerne pas. Au contraire, d'ailleurs au Kasaï, quel est mon village là-bas au Canada? Je n'ai pas de village. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'on est Congolais dans le sang et on est Congolais parce que nos parents sont originaires du Congo. Donc on doit vraiment débattre de la question. Mais seulement j'ai dit, c'est là où les gens n'expliquent pas bien à la population, j'ai dit, il ne faut pas adopter la binationalité sauvage. Voilà ce que moi je qualifie de binationalité au pluriel. Binationalité sauvage. Oui. C'est-à-dire, voilà, puisque vous acceptez, on accepte la double nationalité. Non, je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire, on peut s'inspirer. Toutes les lois votées à l'époque de Mobutu ne sont pas mauvaises. On peut s'inspirer de ce que nous on a appris à l'époque dans les cours toujours de droit international privé, dans la partie nationalité. Il a existé dans ce pays ce qu'on a appelé la petite et la grande dénaturalisation. Oui. C'est-à-dire, on peut s'inspirer de ça et forger une loi sur la nationalité. C'est-à-dire, on accepte la binationalité, la plurinationalité. Mais on dit que un plurinational, un binational, par exemple, ne peut pas être chef de l'État. Oui. Ne peut pas être chef d'état-major général, ne peut pas être gouverneur de la Banque centrale. Bref, des fonctions régaliennes ou clés du pays, on exclut les binationaux et on leur laisse d'autres fonctions plutôt que de dire que non, voilà, ils ne sont pas, on n'accepte pas la binationalité et principe de l'unicité et de l'exclusivité, mais ceux qui voyagent peuvent nous contredire. Prenez l'avion ici en Chine, vous verrez quand on fait les contrôles ici, ils vous brandissent les passeports congolais, mais quand on atterrit en France, en Belgique, au Canada, ils vous brandissent un passeport étranger, lui qui, non, il était, excusez-moi, c'est un exemple, il était libanais, il vient ici, puisqu'il a des relations, il devient congolais, juste pourquoi?
pour bénéficier, ça va, profiter de certains droits. Mais quand il rentre, mais ce monsieur-là, quand il investit, ce n'est pas pour les Congo. C'est pour l'Hezbollah, c'est pour son pays, c'est pour, on le voit avec tous les autres pays, c'est juste un exemple. Alors, monsieur le professeur, comme nous abordons cette question, alors vous allez aussi nous dire, c'est quoi alors la question aussi qui divise, c'est au niveau de la preuve de la nationalité congolaise. Comment peut-on prouver, n'est-ce pas, que l'on est congolais et que comment aussi on peut prouver lorsqu'on a perdu la nationalité congolaise. C'est-à-dire la question ici, c'est au niveau de la preuve de la détention de la nationalité congolaise et puis de la perte de cette même nationalité. Il faut d'abord reconnaître que notre loi n'organise pas la preuve de la perte de la nationalité. Ça se constate, hein, soit au niveau de l'immigration, soit au niveau des services de sécurité. Rarement, il y a des gens qui viennent, il est en France et vous dit voilà, je vous envoie ma preuve que tu deviens français. Généralement, ça se fait pas. Notre loi, et vous savez que la question de la nationalité, c'est une question de souveraineté. Chaque pays organise, ça va, notamment sa nationalité. Et dans notre législation, il est dit à l'article 42 de la loi qui organise la nationalité que la preuve par excellence, c'est le certificat de nationalité. Qui est délivré par le ministre national de la justice. Voilà, c'est ça la preuve par excellence. Il n'y a pas une autre preuve, même si en pratique, devant les juges, un individu peut démontrer qu'il est congolais en dehors du certificat. Ça va, je vais donner un exemple. Voilà, j'ai pu prouver que je suis congolais à partir d'un acte de naissance. Hein. C'est-à-dire qui atteste que non, voilà, je suis né de tel père, qui est congolais. Et si on n'a pas contesté à mon père la nationalité congolaise, si on n'a pas prouvé que moi j'ai acquis notre nationalité, je puis passer par l'acte de naissance. Mais sinon, selon la loi, la preuve par l'excellence, c'est le certificat de nationalité, article 42 de la loi du 12 novembre, et c'est seul le ministre de la Justice, lui c'est national. La justice, qui mais les autres parlent aussi de la carte d'électeur. Est-ce que la carte d'électeur aussi c'est une faiblesse. Oui, c'est une faiblesse. Dis-moi, la carte d'électeur n'est pas par définition une preuve de nationalité. Mais cette carte d'électeur, ça va, et même la carte d'étudiant, même la carte d'élève a permis à beaucoup d'acquérir ou d'obtenir la nationalité, entre guillemets, par tricherie. La loi ne dit pas clairement que la carte d'électeur, la carte est une preuve de nationalité. Mais comment certains ont acquis, et c'est, pour moi, c'est la faiblesse de la loi qui organise l'identification et l'enrôlement des électeurs au Congo. Cette loi dit ceci, que lorsque on vous conteste la qualité d'électeur, vous pouvez recourir notamment à la carte d'étudiant, à la carte d'élève, à la carte et même au témoignage de certaines personnes majeures. Vous voyez, c'est par là que beaucoup ont pu obtenir notre nationalité parce qu'on a la carte d'électeur, on le sait, même pour avoir les passeports, directement, tu n'as pas passé par les certificats et puis voilà, il a les passeports, il s'est dit congolais. Ça va, même s'il faut avoir, je n'ai pas encore vu un service, en tout cas dans la pratique, je n'ai pas encore vu un service, le service du ministère de la Justice, inviter l'individu, lui poser des questions. Non, vous payez vos $25 et 2 jours après, vous avez. Surtout quand tu as la carte d'électeur, tu as les certificats facilement. Mais là, c'est la faiblesse de la loi. Ce n'est pas une preuve de la nationalité, mais néanmoins, beaucoup ont triché et ont obtenu notre nationalité par la faiblesse de cette loi-là qui organise l'enrôlement et l'identification. Alors, monsieur le professeur, vous qui êtes outillé, vous êtes spécialiste parce que vous avez aussi à lire les législations d'autres États. Alors, pourquoi sous d'autres essiers comme en France, en Israël, au Rwanda, en Tanzanie, il y a eu évolution, c'est-à-dire l'ouverture à la double nationalité, mais la République démocratique du Congo connaît un peu un certain retard pour s'ouvrir dans cette double nationalité. Qu'est-ce qui empêche à ce que le pays puisse s'ouvrir en ce sens-là? Non, je voulais d'abord préciser, maintenir l'unicité et l'exclusivité n'est pas un retard. Hein? Même les pays qui ont adopté la double nationalité, notamment la France, je prends le cas de la France, a des problèmes, des sérieux problèmes. On sait ce qui a été proposé il n'y a pas longtemps en France, notamment vis-à-vis de ces djihadistes qui ont commis et qui avaient la nationalité française. Qu'est-ce qu'il fallait faire par après? Faut-il retirer la nationalité? Ça a posé des questions. Bref, faut dire que dans chaque pays a ses réalités. Hein. Ce n'est pas pour rien que le Congo avait adopté l'unicité et l'exclusivité. J'ai fait allusion notamment tantôt ici à l'histoire du pays après l'indépendance avec Tchombe, avec Kalonji et les autres. Il fallait unifier les pays, il fallait poser ces principes-là pour protéger les acquis nationaux de la colonisation. Mais il va de soi que actuellement, avec l'évolution de la société, avec l'évolution du monde, cette question de l'unicité et de
l'exclusivité de la nationalité, pour moi, ne se justifie plus. Oui, oui. Alors, monsieur le professeur, on voulait aussi vous poser la question de savoir si la nationalité congolaise, parce que la nationalité congolaise d'origine repose sur l'appartenance à une communauté ethnique congolaise, comme selon la Constitution. Est-ce que le fait d'acquérir une autre nationalité est à même de rompre le lien là qu'on a avec votre ethnie ou bien votre tribu lorsque vous acquérez une autre nationalité? Il faut d'abord préciser qu'il n'y a pas que l'appartenance au groupe ethnique. Hein. On est congolais d'origine de 3 manières. Oui, oui. Ça va? On est congolais d'origine de 3 manières. Il y en a qui sont par ce qu'on appelle l'appartenance, c'est oui, le oui. cas que vous évoquez, oui. Mais il y en a qui sont aussi congolais d'origine par le sang, par l'affiliation. Ou encore maintenant, il y en a qui sont congolais d'origine par la présomption de la loi. Oui, oui. Ça va? Un enfant nouveau-né qui serait trouvé, dont on ne connaît ni père ni mère, même s'il a la peau blanche, les yeux de chinois, excusez-moi l'expression, oui. Ça va? Selon les droits congolais, c'est un congolais d'origine. Oui, oui. Ça va? Un enfant né des parents apatrides, selon la loi congolaise, c'est un congolais d'origine. Mais là, c'est encore critiquable, monsieur le professeur. Un enfant né des parents étrangers, mais dont la loi nationale des parents n'est consacrée que les us soli, c'est un congolais d'origine, ce sont des faiblesses de la loi. Oui. Mais juste pour dire qu'il n'y a pas que l'aspect appartenance au groupe ethnique qui fait de quelqu'un un congolais d'origine. Il y a encore plusieurs autres hypothèses que vous n'avez pas citées. Évoqué. Mais pour répondre vraiment à la question, je pense que il faut faire la part des choses entre appartenir à une ethnie et avoir la nationalité. C'est-à-dire, on peut être devenu français, mais par rapport à ce dit, on reste Mouyombe. Oui, c'est ça un peu la faiblesse de la loi chez nous. Mais du moins, ça n'a pas de rapport entre la nationalité et. On a dit que si tu fais partie des ethnies, tu peux te faire considérer comme congolais. Mais si de toi-même, tu décides de devenir français, par rapport à la nationalité, tu cesses d'être... Alors, puisque monsieur le professeur, vous évoquez de faiblesse de la loi, mais vous, étant que professeur de droit sur nos internationales privées, les droits civils des personnes, qu'est-ce que vous proposez, n'est-ce pas, pour s'y plier à ces faiblesses de la loi, les cas que vous venez d'évoquer, un enfant nouveau-né trouvé sur le territoire de la République démocratique du Congo est présumé détenir la nationalité congolaise, puisque vous venez aussi de l'évoquer ici, mais ce sont là de faiblesses. Mais qu'est-ce que vous, étant que le technicien de droit, vous proposez pour, n'est-ce pas, résolver ces faiblesses-là, donner des solutions? Ah voilà, en fait, je pense que la première faiblesse, ça c'est un point de vue purement personnel, et je l'ai dit au début, il faut revoir le principe de l'unicité et de l'exclusivité. Et je dis bien, c'est pour l'intérêt même du pays. Il y a plusieurs arguments, plusieurs. Je peux prendre juste un argument purement économique. Ceux qui font les droits le savent. On a étudié ça en première licence des cours de droit fiscal. Il y a un impôt spécial sur les revenus des expatriés. Cet impôt frappe les revenus des expatriés. Mais dites-moi, un Congolais qui est devenu français, entre les Congolais qui est devenu français, excusez-moi, et les Libanais qui viennent au Congo pour faire le commerce, qui aime les Congo. Je pense que c'est celui-là qui est devenu français et qui sait que ses frères et sœurs sont ici. Oui. Vous voyez que ce principe-là profite plus à ceux-là, ça va, qui viennent de l'étranger et pénalise surtout les Congolais. Que faire des ressortissants des pays qui consacrent ce qu'on appelle l'allégeance perpétuelle? Il y a des pays comme le Rwanda, des pays comme l'Israël, où on est né national d'origine et on meurt national d'origine. Même si notre loi dit pour acquérir, il faut renoncer, mais ce monsieur-là sera toujours considéré comme le national de son pays. Oui. Vous voyez que c'est une faiblesse. Vous privez aux Congolais d'origine les droits d'avoir deux nationalités, mais vous autorisez aux autres d'avoir notre nationalité, même par faute. Et c'est la loi qui l'autorise. Première faiblesse. Donc, je pense qu'il faut un débat sans passion sur la question de l'unicité et de l'exclusivité. Mon point de vue, je défends la plurinationalité. Deuxième faiblesse, et je l'ai dit tantôt, peut-être faute du temps, les articles 8 et 9 de la loi qui organise la nationalité sont clairs. Et un peu, ça pose problème. Les Congolais par présomption de la loi. Qui sont-ils? On dit et Congolais d'origine. Celui-là qui est né des parents apatrides au Congo. Parents apatrides, tu es né ici, tu es Congolais d'origine. Et Congolais d'origine, l'enfant nouveau-né trouvé. Et Congolais d'origine, celui qui est né de parents étrangers. On dit bien parents étrangers. Ça va, mais la loi des parents dit, chez moi, il faut naître sur le territoire des parents. Oui. Puisqu'il est né au Congo, Congolais d'origine. Alors, il y a toute une thèse qui a été défendue, soutenue à l'UNIKIN. Je ne cite pas le nom de mon collègue. Bon, c'est pas les sciences. Et les collègues ont défendu disant que non, voilà, si on a prévu les Congolais par présomption de la loi, c'est pour leur donner la nationalité, pour ne pas créer des individus qui n'auront pas de nationalité sur le territoire national. Oui. Moi, j'ai toujours combattu cette façon de voir. J'ai dit non, si telle était la ratio légis de la loi, c'est-à-dire leur donner la nationalité, pourquoi on n'a pas classé ces Congolais par présomption de la loi parmi les Congolais d'acquisition?
Oui. Dès lors que nous savons que peut être président celui qui est congolais d'origine. Donc ces gens-là demain, cet étranger demain sera président, il sera président du Sénat. Voilà un peu les blesses de la loi. Il faut un débat. Je vous dis que le code de la famille a été modifié. Ça va? Et que tout le monde toujours se savait. Ça va? Que les livres premiers, c'est la loi sur la nationalité. Mais le code a été modifié, il n'y a pas de débat sur la nationalité. Oui. On n'en a pas. On a modifié les codes, mais sur la nationalité, mais avec beaucoup de faiblesses. On n'a pas été invité. On pouvait être invité pour donner le point de vue sur la nationalité, mais ils n'ont pas voulu. Il n'y a pas eu de débat sur la nationalité. Voilà un peu, il y a des choses à dire et à redire sur cette question. Pour le bien de l'État congolais, on doit avoir en débat sa passion. Alors, monsieur le professeur, parce qu'il y a aussi certains analystes qui pensent que les décollages du Grand Congo passent par un préalable qui est l'ouverture de la nationalité congolaise et que la double nationalité est un véritable correctif du principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Comme vous partagez cet avis aussi, parce que il y a aujourd'hui l'injustice qui est constatée entre les Congolais d'origine résidant à l'étranger ayant opté pour la nationalité étrangère, soit considérés aujourd'hui étrangers, sont considérés aujourd'hui étrangers au terme de notre législation en matière de la nationalité congolaise, au moment où ces vivants au Congo, ayant aussi opté pour ces nationalités étrangères qui ont la double nationalité, sont jamais inquiétés et sont dans le plus haute institution de la République. Est-ce que pensez-vous que aujourd'hui il y a une nécessité que l'on puisse revenir sur cette question pour le moment, parce que nous sommes en 2018, il y a les élections qui se pointent à l'horizon, il y a déjà un débat là-dessus parce que nous allons aussi en parler avec vous autour de notre rubrique point de vie, parce que les premiers ministres le premier ministre que Bruno Tshibala venait de succéder, Sami Badibanga, a été nommé premier ministre alors qu'il détenait la nationalité belge. Ça n'a pas du tout posé problème, mais Katumbi dirige la province du Katanga avec la prétendue nationalité congolaise, ça pose problème et qu'il y a une information judiciaire contre lui. Alors, est-ce que notre justice inspire confiance ou est-ce que c'est une justice de deux poids, deux mesures? Là, c'est notre rubrique point de vue. Quel est votre point de vue par rapport à ces tableaux? Voilà, je commencerai par sinon glisser un mot s'agissant du premier point. Je pense donner mon point de vue par rapport à la question de du débat sur la double nationalité. Faut-il en revenir maintenant? Faut-il ouvrir la porte de Pandore maintenant, discuter sur la nationalité? Ceux qui sont ici, ceux qui sont à l'étranger, je pense pas. Oui. Je pense pas. Je pense que la priorité, les débats n'étaient pas politiques, mais je donne juste un point de vue. Oui, la priorité actuellement, ce sont les élections. Oui, oui. Ce sont les élections, comme on les dit, comme on les qualifie, apaisées, démocratiques, ouvertes, et revenir sur la question. Déjà, la deuxième législature a échoué sur la question parce que c'était bien dit qu'ils allaient en débattre. Oui, et le président Minaku n'a pas, ou sinon le Parlement n'a pas prévu ces points à l'ordre du jour. Parce que nous suivons de près, même si ce n'est pas parlementaire. Alors, je pense que sur la question, ce n'est pas le moment. Peut-être juste après les élections, on peut et on pourrait inviter et les politiciens et les spécialistes de la question débattre et désormais au besoin modifier la loi de 2004. Oui. Alors, s'agissant de la deuxième question, je ne pense pas. Étant juriste, dire qu'il y a deux poids, deux mesures, je pense pas. Pourquoi? Mais parce que on nous a appris que lorsqu'il y a procès, vous êtes libre de vous faire assister, d'ailleurs la Constitution le dit, avec la personne de votre choix. Et c'est devant le juge qu'on peut démontrer qu'il y a eu deux poids, deux mesures. Il y a eu deux poids, deux mesures. Mais je m'en vais vraiment en technicien, pas en politicien, en technicien répondre à la question par rapport aux députés. Parce que ça fait débat aujourd'hui. Badibanga par rapport à Katumbi. Oui. En tout cas, par rapport d'abord à Katumbi, ce n'est pas le pouvoir qui a dit que Katumbi était italien. Ce n'est pas le pouvoir, c'est Jeune Afrique. Oui. On va lire un matin, il est italien. Ce que je n'ai pas aimé entre guillemets, les partisans de Katumbi, c'est de dire, ah non, mais déjà Katumbi a renoncé. Nous avons des preuves qu'il a renoncé. Et on oublie, quand on dit qu'il a renoncé, c'est qu'il y a un aveu. Quand vous renoncez, c'est que vous étiez italien. Alors, on a invoqué le principe de l'unicité.
et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Oui, oui. Tant que pour dire vrai, en tout cas je dis bien sous réserve, hein, Oui, oui. sous réserve, on suit à la télé, je n'ai pas de documents, Oui. parce qu'un juriste, un scientifique doit avoir la preuve, tout ça, je dis bien, sur la base des supputations de ce que les gens racontent. J'ai lu sur internet qu'il aurait renoncé, Oui. est-ce vrai, tout ça. Si vraiment il a renoncé, je dis bien si, alors à ce moment-là, il est fautif. Oui, oui. Mais si il n'a jamais été italien, donc il n'a pas lieu. Dire que le procureur général de la République a décidé, mais ce n'est pas lui qui décide. Oui. Lui n'est fait que dit, voilà, c'est lui le garant de l'ordre public. Oui. Voilà, j'ai constaté, voilà, il a parti à Katumbi ou à ses avocats de démontrer que monsieur n'a jamais été italien. Oui. En tout cas, s'il était italien, pendant qu'il était gouverneur, c'est qu'il a commis une faute. Et il n'a pas de débat. Quant au dossier Badi Banga, Oui. là, peut-être certains, c'est là où les gens qui ne saisissent pas bien le droit de la nationalité pensent qu'il y a eu deux poids, deux mesures, fraude. Non, 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 non. Voilà ce qu'il dit. Badi Banga s'est retrouvé dans la situation, ou même se retrouve, parce qu'il a recouvré, Oui. dans la situation de recouvrement de la nationalité. Et sur la question, notre législation distingue deux sortes de recouvrement. Oui. Ce qu'on appelle par déclaration et par ordonnance. Les recouvrements par déclaration concernent ceux qui étaient congolais d'origine, Oui. qui sont devenus étrangers et qui veulent récupérer. Oui. Ça va? Donc Badi Banga étant congolais d'origine, il est du Kassa, il n'a pas de débat. Oui, oui. Donc lui, il est concerné par le recouvrement par déclaration. Par Il fait déclaration. seulement une simple déclaration. Il annexe le document, les éléments exigés par la loi de 2004 et l'arrêté. Mais pendant qu'il était déjà nommé Attendez, Premier ministre. non, oui, je vais vous démontrer. Oui, oui. C'est-à-dire quoi? Voilà ce que dit la loi. Si vous introduisez votre demande, c'est un exemple, Oui, oui. le 1er janvier, Oui. ça va, le 1er janvier, et que la demande est en examen, la décision intervient les 31, 1er janvier 2017. La décision intervient les 31 décembre 2017, ça va? Oui, oui. C'est, si la décision est prise par le gouvernement les 31 décembre, on va supposer que tu avais déjà recouvré ta nationalité au 1er janvier 2017. Oui. C'est-à-dire à la date. De Bref, la loi l'introduction dit, de la demande. voilà, la loi dit que la décision rétroagit, produit ses effets à la date de l'introduction de la requête. De la requête. Donc, Badi Banga avait déjà introduit, du moins sur la base des documents que nous avons, avait déjà introduit sa demande avant, qui était en phase d'avoir une réponse positive, lorsque le chef de l'État a nommé, même si l'attestation signée par le ministre de la Justice est intervenue après la nomination, Oui. mais selon la loi, cette attestation-là, cette décision produit ses effets à la date de l'introduction de la demande De la par Badi demande. Banga. Oui, oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui, je Donc, comprends. autrement dit, quand le président Kabila a nommé Badi Banga, il était congolais. Alors, Il n'y a pas de débat. oui, oui, parce que C'est la nous loi. allons aussi évoquer la Et la question loi date de 2004. du moratoire qui a été pris lorsque Oui, Vital la- Kamerhe était président de Oui. l'Assemblée et que tous ceux-là qui avaient la double nationalité ont été couverts par ces moratoires. Est-ce qu'aujourd'hui Non, pas couvert. ils C'est-à-dire, peuvent non, ce n'est toujours, pas. Les gens confondent. Il y a eu bien sûr ces moratoires entre guillemets politiques, mais la loi de 2004 à l'article 53 donne aussi ces moratoires. Donc il n'y a pas lieu d'évoquer les moratoires du président de l'Assemblée. Il faut plutôt évoquer les moratoires de la loi, Oui. qui donnait 3 mois à dater de l'entrée en vigueur. Lisez bien la loi, vous verrez à l'article 53, on donnait ces moratoires. Il va de soi que si quelqu'un connaît un parlementaire qui n'a pas, c'est parti à celui-là. C'est comme si celui qui connaît celui qui a commis l'infraction, il n'a qu'à les dénoncer auprès du procureur. On n'a pas commencé à dire il y a un moratoire, mais qui sait qui est au Parlement, tout ça, il a double nationalité, on n'a qu'à pas les dire comme on a vu dans les dossiers LOC, et puis à la fin on va trouver que non, il avait déjà recouvré. Donc il faut avoir des preuves et les dénoncer. Alors, cette émission touche déjà à son terme. Monsieur le professeur, avez-vous un mot à dire parce que la question que nous venons débattre avec vous, c'est une question vraiment d'actualité qui aujourd'hui déchire la classe politique. Quel est le mot juste que vous pouvez fixer à l'opinion quant à la question? Et puis, nous allons nous séparer par là. Voilà, d'abord, je dois commencer par vous remercier pour cette invitation. La plupart de mes étudiants vont me découvrir davantage à travers cette émission. Oui, pour oui. eux, ce sont les débats qu'on a toujours dans les différentes facultés où j'enseigne ces cours de droit international privé, avec beaucoup d'heures sur la question de la nationalité. Oui. Mais s'il faut vraiment revenir sur la question du débat de ces jours, je pense que l'on doit, dans ces pays, avoir un débat clair sur la question de la nationalité. J'ai toujours aimé mon grand frère Chiba Nkalala, qui avait proposé pourtant un texte
Code des nationalités, code sur de la nationalité, au code des étrangers, pardon, loi sur les étrangers, quelque chose comme ça, au Parlement, mais jamais il n'y a eu un débat sur la question. Et dans ces documents-là, Tchiba Moukala a proposé qu'on revienne sur la question de la double nationalité. On ne sait pas pourquoi on évite cette question au Congo, alors que si on avait eu un débat serein, clair, sans passion, cette question, M. Katumbi, Sibadi Banga et les autres, le CK Consort, ne rédirait pas. Alors moi, mon souhait, c'est qu'à l'issue de cette émission, peut-être comme je l'ai dit après les élections, qu'on ait un débat clair sur la question, qu'on fixe la population, surtout que les gens n'aient pas peur de la question de la double nationalité. Je suis partisan de la double nationalité, mais pas la double nationalité sauvage. On peut y réfléchir, mettre des garde-fous, notamment pour protéger les intérêts du pays et aussi protéger les intérêts de nos compatriotes qui ont décidé, qui ont choisi de vivre à l'étranger. Ce n'est pas un péché. Au contraire, regardez, allez chez Western Union, vous verrez combien ces gens-là contribuent à l'évolution, à l'essor économique de notre pays. Merci. Donc, c'est par là que nous mettons un terme